Spoiler alert, l'immobilier en France, c'est de la merde. Ne tombe pas dans ce foutu panneau, ne te fais pas scammer par ces formateurs en carton qui te racontent que tu vas pouvoir devenir millionnaire avec l'immobilier. Tout ça, c'est bullshit. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi, avec des arguments sévères et concrets. Juste après l'intro, reste bien accroché jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une vidéo révélation. Je te balance tout juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que ton business va bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien installé parce que aujourd'hui on fait une vidéo révélation. Je vais te balancer toutes ces merdes là qu'on te chie, tu vois, toute l'année avec l'immobilier en France. Alors je dis pas que l'immobilier ailleurs c'est pas un bon plan, je parle de ce que je connais, je te l'ai déjà expliqué, je forme des entrepreneurs moi et par mon expérience je les guide et je les amène jusqu'à la réussite. Je suis pas en train d'inventer, je suis pas un coach de coach, hein, j'ai pas suivi les formations à Cédric Anissette ou je sais pas qui pour te parler d'immobilier, frère. J'ai eu mon premier immeuble de rapport à 18 ans, donc je crois que je sais de quoi je parle et j'ai passé 25 ans dans le bâtiment. Jusqu'à maître d'œuvre, j'ai commencé électricien, tu vois, apprenti électricien et j'ai grimpé les niveaux, j'ai été artisan dans le bâtiment, j'ai eu plein de boîtes de bâtiments, bref, je sais de quoi je parle et ce que je te raconte, c'est que du concret. Premièrement, les formations en immobilier. Alors les formations en immobilier, alors je dis pas que ce sont tous des escrocs, je dis simplement que les gens en fait ne comprennent pas que ce que ces mecs racontent, en fait ils montrent leur réussite, ok, parce qu'en fait ils ont fait les bons choix dès le début et c'est souvent là en fait que le bas blesse. Toi en fait tu vas regarder ça, tu vas dire ouais ben, je vais faire comme un tel, tu vois, je vais faire ci, je vais faire ça. Primo, tu n'achètes pas ton crédit à la même période que lui, donc ça c'est la première. Secondo, tu n'as peut-être pas les mêmes opportunités que lui. Tertio, tu n'as peut-être pas le même regard que lui sur les travaux à effectuer, etc. Et souvent en fait tu vas sous-estimer les travaux et tu vas te retrouver avec des claques après avec des artisans, tu vas dire ah putain c'est tous des voleurs. Et non en fait les mecs ils font leur boulot. Et puis quatrièmement, tu as peut-être pas cette ambition et ce culot que cette personne a pour aller chercher du crédit. Parce que c'est un métier. Tu peux pas débarquer chez ton banquier habituel avec ton petit dossier en disant ah bah j'ai trouvé une annonce, combien est-ce que vous allez me prêter? Déjà là c'est mort. Quand tu arrives face à ton banquier et que tu commences à lui demander la permission, franchement laisse tomber, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Moi j'en ai fait des levées de fonds avec des banques. Déjà la plupart du temps je passais par des courtiers parce que c'est leur métier. Les mecs la plupart du temps ce sont des anciens banquiers donc ils connaissent les rouages et je peux t'assurer qu'ils n'arrivent pas en mode ouais s'il te plaît prête-moi de l'argent. Pas du tout, c'est juste voilà je t'apporte une opportunité en or, tu signes pas quoi, tu vois, c'est plus comme ça que ça se passe. Et bien si tu commences à maîtriser ça, tu vas pouvoir aller faire des levées de fonds importantes. Et puis après tu as tous les guignols qui te disent ouais bah c'est facile, tu vas voir la banque A, B, C et D. Ils te donnent tous un accord de crédit et le même jour tu signes le crédit partout. C'est illégal de faire ça. Enfin, tu vois, c'est te foutre dans la merde. Donc effectivement, les banques ne peuvent pas croiser les informations quand les crédits ne sont pas encore enregistrés. Donc effectivement, ils peuvent pas le voir, tu vois. À moins qu'ils se connaissent les uns les autres dans le même bled. Mais là vraiment, t'es le roi des abrutis si tu fais ça. Faut changer un peu de bled, hein, tu vois. Pas faire ça au même endroit. Donc effectivement, ça peut passer. Mais 2 mois, 3 mois, 6 mois après, en fait, ton banquier va s'apercevoir qu'en fait, bah, t'es surendetté. T'as déjà fait je sais pas combien de crédits, machin, et l'un va se retourner contre l'autre. Bref, tu vas te retrouver dans un nid à merde. Et il y a un moment, tu vois, il faut que tu comprennes que si tu as menti sur tes ressources, tu as menti dans un contrat, eh bien le contrat peut devenir caduc. C'est-à-dire que bah, devant n'importe quel tribunal, ils font annuler la transaction. Et toi, tu te retrouves avec des dettes, bah alors jusqu'à la fin de tes jours sur 3 générations. Donc il faut arrêter de faire n'importe quoi. Vraiment, c'est d'intérêt public ce que je suis en train de dire, tu vois. Ne te fais pas scammer par ces gars-là. Alors je dis pas que ça passe pas, tu vois, pour des dossiers par-ci par-là, parce qu'ils voient que la rentabilité est bonne, machin. Tu sais, le banquier, c'est une calculette. Hein. Le mec gagne de l'argent. S'il gagne de l'argent, en fait, il va pas se rebiffer. Mais il suffit que tu as une difficulté à un moment ou à un autre, machin, mais ils te foutent tous dans la merde, frère. Et tu vas payer ça jusqu'à la fin de tes jours. En plus de ça, s'ils sont pas trop cons, les banquiers, c'est ce qu'ils font tous, hein, ils te foutent une hypothèque sur ton crédit, donc ils reprennent la main dessus quand ils veulent, quoi. Il faut comprendre que, tu vois, jouer avec le feu, ça attire que de la merde. Et tous ces gars-là, une fois que tu auras payé leur formation 2000, 3000, 4000, 5000 ou 10 000 balles, j'ai vu, pour apprendre à faire ce genre de conneries, mais tu crois que eux vont se sentir responsables de ton problème? Et tu rêves. Et toi, tu vas te retrouver tout seul avec ton nid d'emmerde, là, jusqu'à la fin de tes jours, et tu auras tout pourri. Alors qu'en fait, si tu es un petit peu malin, eh bien, tu peux faire une levée de fonds assez importante. Et n'écoute pas non plus les branleurs à Dubaï qui disent qu'avec 1 million, ils lèvent 10 millions. Ça, c'est impossible. Même pas en rêve, ça existe, ça. Tu vas avec 1 million d'euros à ta banque, peut-être qu'ils t'en prêtent 3. Peut-être parce que ils sont
dans une période où ils doivent fournir des crédits, parce que c'est des vendeurs de produits financiers, hein, les banquiers. Donc peut-être qu'ils sont dans une bonne période, peut-être que tu as une bonne tête, peut-être que derrière tu as un historique entrepreneurial qui est pas mauvais, etc. Donc tu vois, ils ont des billes, tu vois, pour ça. Toi, ils peuvent étayer ton dossier. Mais c'est pas le banquier qui prend la décision, c'est une commission. Et ton dossier passe en analyse. Donc tu vois, au bout d'un moment, si tu penses que tu vas débarquer comme ça dans une banque en faisant le cadre en disant, hé les gars, j'ai 1 million, tu m'en prêtes 10, mais tu rêves, c'est pas comme ça que ça marche. En plus de ça, de le faire en tant que particulier, bah alors ça, c'est se tirer une balle dans chaque orteil, tu vois, c'est même plus une balle dans le pied, c'est dans chaque orteil. Donc si tu veux t'estropier là, pour la fin de tes jours, bah suis ces conseils de merde, et puis achète une formation à 5 ou 10 000 balles, bah, pour faire de la connerie, quoi, tu vas faire de la bouse, tu vas te cramer, voilà, c'est tout ce que tu vas obtenir. Maintenant, deuxième situation, tu es primo-accédant, tu n'as encore jamais fait de crédit de ta vie, tu as un bon petit salaire de 3 000 euros, tu vois, tu es en CDI, peut-être que tu as une concubine ou une femme, tu vois, et pareil, elle gagne aussi 2-3 000 euros, vous avez 1 ou 2 enfants, vous avez un reste à vivre qui est intéressant, parce que c'est ça que le banquier regarde en premier, c'est ton reste à vivre, hein, combien est-ce qu'il te reste tous les mois pour vivre, tu as un petit loyer, tu fais pas trop de dépenses, t'es pas un marboulin qui crame tout tous les mois, qui a découvert, t'as un petit peu d'épargne, bah c'est génial, voilà, t'es dans la bonne situation pour bien commencer en immobilier. Je vais te dire un truc, le premier truc à faire, c'est de réfléchir comment est-ce que tu vas répartir ton argent. Ne donne pas ton argent comme ça, et ne va pas voir ton banquier en disant, ouais, le banquier, je le connais depuis 10 piges, tu vois, mon père était là, ma mère était là, je sais pas quoi, il en a rien à foutre, le banquier. Le banquier, lui, son taf, c'est de vendre des produits financiers, point. Et de gagner le maximum d'argent en prenant le minimum de risque. Voilà son taf. Il est payé à rien d'autre. Et il a une limite. C'est-à-dire que ton banquier de village, par exemple, peut-être a une limite de, je sais pas, de 100 000 euros. Ton banquier en ville, bah, il aura peut-être une limite à 200 000 euros. Et ton banquier, si tu as une banque au siège, par exemple, de ta préfecture, bah, il aura peut-être une limite à 500 000 euros. Bref. Donc, déjà, tu vois, il faut que tu réfléchisses comme un banquier pour comprendre, en fait. Et le premier truc à faire, c'est soit tu te dis, ok, je fais tout moi-même, je me fais pas assister, machin. J'ai pris la formation à Cédric Anissette ou je sais pas qui. J'ai rien contre lui, hein. Mais, enfin, voilà, tu vois, il y a un moment, faut arrêter de raconter des conneries aux gens. Voilà, c'est tout. Quoi qu'il en soit, soit tu veux te démerder par toi-même, et donc, bah, plus intelligent, tu vas voir le banquier qui est au siège, tu vas pas voir ton banquier de village, à moins que tu aies un tout petit besoin. Mais dans ce cas-là, tu vois, tu vas être endetté ensuite. Donc, tu vas plus pouvoir rien faire. Donc, si tu veux te lancer dans une carrière immobilière et être rentier en immobilier, bah, c'est pas par là qu'il faut commencer. Moi, ce que je te conseille, c'est de trouver un bon courtier. Un mec qui a été, bah, peut-être responsable crédit, tu vois, dans une agence, ou qui a travaillé carrément à la défense dans les sièges des banques, souvent Caisse d'épargne, BNP, Société Générale, bref, les grandes banques, ou qui a travaillé dans le siège en Suisse, je sais pas quoi, machin. Bref, un mec qui a été haut placé dans une banque et donc qui a des ressources, qui a des contacts que toi tu n'as pas. Le premier truc qu'il va te dire, le mec, c'est ne va pas voir ta banque. Par pitié, ne va pas voir ta banque. Prépare un petit dossier sur ton projet. Comment est-ce que tu veux l'organiser? Comment est-ce qu'il va être rentable, etc., etc. Tu fais une projection, une espèce de business plan de ton investissement. Comment est-ce que tu vas répartir ton argent? C'est ça l'important. Combien est-ce que tu vas devoir investir? Combien est-ce que tu vas pouvoir apporter en numéraire? Quel savoir-faire, par exemple, tu as? Ça peut être intéressant, tu vois, pour le banquier. Quelle expérience tu as là-dedans, etc. Tout ça, ça va apporter des cartouches, en fait, à ton courtier pour qu'il aille défendre ton dossier dans des banques. Ton courtier, lui, il est rémunéré, souvent avec un petit fixe de ta part. Forcément, tu vois, il faut quelque chose comme 1000 ou 2000 balles. Ça dépend des courtiers. Mais c'est le petit fixe qui va te prendre à toi. Et il va prendre, lui, une commission d'affiliation avec les banques. C'est-à-dire qu'il leur apporte une affaire à 100, 200, 300, 500 000 euros. Ok. Eh bien, il va toucher une commission sur ce crédit-là. Donc, lui, son intérêt, c'est que ton dossier passe, mais qu'à la fois le taux soit pas trop important, de façon à ce qu'il justifie un petit peu le fixe qu'il t'a pris. Tu sais, il a réussi à mieux négocier que toi, tu vois, le taux, mais pas trop bas non plus, parce que sinon sa commission dégrade. Donc, tu vois, il essaye de trouver un juste milieu. Et c'est, ma foi, je pense, le truc le plus smart à faire quand tu veux investir en immobilier, que tu vas acheter donc plusieurs biens pour pouvoir gérer ça. Ensuite, le courtier va pouvoir te donner des conseils et te dire, bah, écoute, le fait que tu investisses en nom propre, tu vois, pour telle affaire, c'est pas mal, mais ça serait peut-être mieux, tu vois, d'ouvrir une SCI pour telle affaire, telle affaire. Et bien, le fait de pouvoir créer, tu vois, une ou plusieurs SCI, bah, en fait, va faire diminuer ton endettement personnel et donc va te donner une capacité d'emprunt supplémentaire. Si en plus de ça, tu es capable d'injecter des fonds dans ces SCI, eh bien, les SCI n'arrivent pas les couilles à la main devant le banquier. Ils ont déjà quelque chose, un historique, bref, des fonds qui permettent d'apporter une garantie. Et ça, c'est très important. De penser garantie avant de penser crédit. Troisième situation, tu veux faire pareil ces investissements, mais cette fois-ci dans la rénovation. Donc, tu vas acheter des biens anciens, les rénover pour pouvoir faire une plus-value et les revendre donc plus cher ou les louer pendant un certain
certain temps, etc. pour éviter l'attaque sur les plus-values. Très intelligent, aucun problème, tu peux louer. Alors, je suis pas d'actualité là-dessus, mais il me semblait que c'était de 7 à 11 ans, ça commence à être intéressant de revendre après 7 ans de location minimum. Donc voilà, toi 7 ans, ça passe très vite. Si tu lances, je sais pas, 3 petits projets, 3 appartements maintenant, bah, dans 7 ans, tu pourras en refaire d'autres. Alors, tu pourras peut-être le faire avant si tu arrives à montrer ensuite que ton affaire est rentable, qu'il n'y a pas de risque, etc., etc. Que les locataires sont fiables, sont stables, ont des bons dossiers, tu vois, ils sont en CDI, ils sont peut-être même dans la fonction publique, ce genre de choses. Donc, tu vois, tes locataires aussi, on en parlera après, mais il y a vraiment un travail à faire de recherche dans les locataires. Tu vois, tu peux pas prendre n'importe qui, surtout quand c'est tes premiers investissements, c'est ultra important. Et bien, dans la rénovation, tu vas devoir t'armer d'artisans autour de toi. Si toi-même, tu n'es pas capable d'estimer les travaux, et crois-moi, c'est une difficulté monstre, surtout avec les normes qu'on te met aujourd'hui, tu vois, sur les bilans énergétiques, etc. Eh bien, tu dois arriver, en fait, à concilier tout ça, et donc à prévoir une pochette de travaux qui soit cohérente. Parce que le banquier, lui, il n'est pas artisan dans le bâtiment. Lui, il sait juste que le bien, s'il a autant d'années et qu'il fait telle surface, bah, ça fait autant, tu vois. Il multiplie, en fait, un coefficient à la surface, et il arrive à estimer un peu comme ça. Toi, si tu fais comme ça, tu vas te planter, je te le dis. Donc, fais faire des devis, essaie de comparer un petit peu. C'est pas la peine de consulter 50 artisans, hein. T'en prends 2, 3, j'en sais rien, tu vois. Si tu peux avoir une entreprise tout corps d'état qui chiffre tout, c'est encore mieux. Tu vois, c'est plus rapide, en fait, tu vois. Ça te permet d'aller chercher des financements et pour pouvoir concrétiser tes affaires. Et une fois que tu auras tes affaires, tu pourras après consulter d'autres artisans pour essayer de tirer les prix vers le bas, etc. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon plan d'acheter de l'ancien pour le rénover, le valoriser et donc le revendre plus cher. Petite parenthèse à ça, l'immobilier Borloo, machin, je sais pas quoi, oublie ce genre de truc, c'est pour de la défiscalisation, c'est autre chose. Les mecs qui t'harcèlent au téléphone pour ce genre de truc, oublie, ils vont te vendre des fins de programme, des machins, des trucs. Il y a des affaires à faire en fin de programme. On appelle ça les appartements de fin de ligne. C'est intéressant, les fins de programme, tu vois, ça peut être bien, mais en général, c'est des appartements qui sont pas très lumineux ou sont au-dessus d'une porte de garage qui grince ou je sais pas quoi. Voilà, ça dépend ce que toi tu vas en faire. Tu peux faire une bonne affaire, mais c'est vraiment pas les meilleurs trucs à faire. N'achète pas sur plan non plus, par pitié. J'en ai vu des centaines se faire scammer avec ça. Fais attention, c'est tes premiers investissements. C'est vraiment ce qui va définir ta carrière ou pas de rentier immobilier. Donc c'est vraiment décisif que tu prennes les bonnes décisions. Quatrième situation, tu as déjà planifié tout ça, tu as fait déjà tout ce que je t'ai dit avant, tu es passé par un courtier, il t'a tout arrangé, tu as monté 3-4 sociétés, 3-4 SCI pour gérer tes biens, tu es bien, tu as un reste à vivre personnel qui est intéressant, tu reflètes de la garantie pour le banquier, bref, tu as des propositions de crédit et tu es prêt à passer à l'action. Eh bien, il va falloir dès maintenant, avant d'acheter, te mettre dans la situation du futur, c'est-à-dire de penser quel locataire je vais pouvoir mettre dedans et quels sont les revenus minimums de ces locataires dont j'aurai besoin pour montrer au banquier que je suis pas un marboulin, quoi. Et donc ça, il va falloir y penser en amont, parce que créer un appartement, rénover un appartement pour un étudiant, pour un cadre, pour un ouvrier ou pour un retraité, c'est pas le même taf. Ça, il faut déjà comprendre ça. C'est pas le même standing, c'est pas les mêmes options, c'est pas le même matériel que tu vas installer, etc., etc. Et c'est pas la peine de te dire non, mais moi c'est mes premiers trucs, je fais au moins cher. Ne fais surtout pas ça. Ne fais surtout pas ça, parce que si tu rénoves à pas cher, eh bien à 9 chances sur 10, le jour où tu voudras revendre, donc c'est-à-dire après quelques années de location, ton bien en fait ne vaudra pas plus, il vaudra peut-être même moins parce que tu as fait de la merde. Donc il faut faire attention à ça. Ne pense pas que l'immobilier ne fait qu'augmenter, c'est pas vrai tout ça. Ce sont les valeurs sûres qui font qu'augmenter. Tu vois, dans des beaux quartiers, des appartements bien rénovés, etc. Ça prend de la valeur. Ça, c'est fiable sur le long terme. Si maintenant tu achètes une blouse au rez-de-chaussée dans un HLM où ils vendent du shit du matin au soir, ne te plains pas, tu vois, que ça marche pas. Ça paraît logique. Et si en plus de ça, tu as mis tout du Castorama et du Leroy Merlin là-dedans, au bout de 7 ans, ça ressemble à rien du tout. Ton truc, c'est une épave. Conclusion, ça vaut rien et t'es parti pour tout refaire. Sauf que là, il faut les moyens, ok? Tu vas faire que perdre de l'argent avec tout ça. Ensuite, les locataires, ne pense pas juste, tu vois, il faut que j'ai des gens riches à mettre là-dedans. Je vais te dire un truc, ça paraît même plus intéressant, en fait, de travailler avec des gens qui ont des revenus modestes. Pourquoi? Parce que la rénovation va te coûter moins cher, tu vois, le standing est moins haut. L'appartement a moins d'exigences, si tu veux, tu vois, donc on va dire les pauvres, en fait, ne cherchent pas un ensoleillement, je sais pas quoi, sud-ouest, machin bidule, s'en foutent un petit peu, tant que c'est pas tout noir, ça va, donc ça fait pas trop de bruit dehors, machin. Ils ont des attentes limitées, on va dire.
Les riches, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'ils veulent des trucs hallucinants. Conclusion, tu vois, tu vas moins surinvestir dans ce genre de biens. Et le gros avantage, c'est que de louer à un ouvrier, eh bien, il aura une partie qui va être financée par la CAF, par exemple. Et toi, tu peux exiger de ton locataire d'être payé une partie en direct par la CAF et le reste par ton locataire. Tout ça, ça va t'éviter pas mal de trucs. Primo, les impayés. En plus de ça, si tu passes par une agence, en fait, les frais de gestion, en fait, seront moins importants parce que même si toi, c'est un pourcentage. Donc, si le loyer est plus bas, la commission est plus basse. C'est la même proportion. Mais comme le loyer à récupérer est plus bas, bah, du coup, c'est moins de risque encore une fois parce que si l'agence se casse la gueule, tu perds tout. Et encore une fois, moi, j'ai eu des impayés avec des agences à coût de 10 000 € parce qu'elles te font croire qu'elles ont des difficultés momentanées, machin, que ça a pris du retard ou je sais pas quoi. Et puis, bah, tu te retrouves vite à pas être payé pendant 6 mois. Conclusion, bah, pendant ce temps-là, c'est toi qui payes le crédit. Donc, réfléchis un petit peu à tout ça et dis-toi que pour un premier investissement immobilier, bah, c'est peut-être pas la peine d'aller chercher du très haut de gamme tout de suite, hein, tu vois, parce que tu vas réduire ton surinvestissement, hein, tu vas pas surinvestir, tu vas avoir un truc qui répond au mass market, tu vois, donc à plus de personnes, tu vois, donc tu vas pouvoir être plus sélectif en fait, avoir plus de candidats, tu vois, pour ton appartement ou ta maison, peu importe. Je te conseille des petites surfaces, tu vois, des trucs genre 2 chambres, tu sais, c'est le standard, quoi, tu vois, 2 chambres, tu vois, genre 10 mètres carrés, tu vois, c'est très bien. Tu vois, des appartements en fait qui soient faciles à louer, hein, tu vois, c'est vraiment le truc qu'il faut comprendre en immobilier, c'est ça, il faut que tu puisses répondre en fait à un maximum de demandes comme ça avec ton bien, ok, qui soit pas ultra niché, ou que tu aies des trucs compliqués avec des mezzanines, des bordels, des machins, des trucs sous toi, où tu te retrouves en fait avec des surfaces en fait sous 1,80 m machin. Alors ouais, tu payes pas de taxes foncières dessus, ça c'est ce que les agents immobiliers vont te baratiner pour dire ah putain tu profites de 30 mètres carrés sous toiture. Et vas-y, en dessous d'1,80 m, tu fais quoi? Tu mets des nains dedans? Tout ça, tu vois, ce sont des erreurs de débutants que je vois mais par centaines. J'ai fait des centaines de chantiers comme ça pour des particuliers qui achetaient des bouses et qui se bouffaient le cul avec toute leur vie. Donc imagine que tu dois acheter quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Et même quand tu vas revendre, c'est difficile de vendre, tu vois, un appartement. Ça se fait pas comme ça. C'est rare que tu arrives à vendre un truc dans le mois ou dans la semaine. Dans la semaine encore moins. Dans le mois déjà, c'est assez rare. Ça prend un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, t'as pas de locataires qui sont dedans, etc. Tu vois, parce que vendre un appartement avec des locataires, c'est encore une complication. Donc en général, t'attends qu'il y ait un renouvellement de locataires pour vendre. Conclusion, si tu veux ne pas te compliquer la vie en immobilier, il faut que tu penses à tout ce que je vais t'expliquer juste avant. Donc tu vois, c'est loin d'être simple et c'est loin d'être très explicable dans une formation parce que c'est beaucoup du cas par cas. Et tant que le formateur il vient pas avec toi sur place, tu vois, analyser les biens, il y en a qui le font. Il y a des coachs en immobilier, tu vois, qui t'accompagnent vraiment, tu vois quoi, pour choisir les biens avec toi, pour aller voir les courtiers à la banque, etc. Pour créer le dossier avec toi, un ou plusieurs projets, peu importe. Bref, c'est plus, tu vois, du mentorat en immobilier. Ça n'a rien à voir avec les formateurs dont je parlais avant, hein. C'est pas avec un livre non plus que tu vas apprendre tout ce que je vais te raconter là. Et crois-moi, si tu fais toutes ces erreurs-là, tu vas le regretter parce que bah, tes projets en fait de rentier immobilier vont s'arrêter là. Voilà, tout simplement. J'espère que tu as apprécié cette vidéo qui reflète mon expérience personnelle. Encore une fois, je dis pas que c'est une généralité. Il y en a plein qui vont peut-être me dire en commentaire, ouais, mais moi, je pas fait comme ça, etc. Et ça marche très bien pour moi. Ok, tu peux suivre le modèle de celui que j'ai cité du seul. Désolé pour lui, j'ai rien contre lui, hein, Cédric Anissette qui a commencé avec des parkings. C'est un très bon plan les parkings, les garages. Moi, j'ai eu des centaines de garages. C'est un très bon plan, ça se revend très facilement, ça se loue ultra facilement. Tu vois, il n'y a pas d'entretien, c'est un peu de graisse sur la porte de garage, machin, tout ça. C'est des business faciles, tu vois, que tu peux faire avec pas beaucoup de budget. T'es pas forcément obligé d'emprunter. L'effet levier de la banque, oublie ça, s'il te plaît. Tu viens de démarrer, t'es primo-accédant, machin, tu vois. Tout ça, tu le feras après. Essaie juste d'être pragmatique et de penser comme un banquier. Si tu penses comme un banquier, tu vas avoir des facilités pour financer tout ça. Tu vas avoir des facilités à gérer ces effets leviers qui peuvent être très intéressants, je dis pas le contraire. En France, l'immobilier, ça devient de plus en plus compliqué. N'oublie pas que Macron veut mettre en place des leaseholds, des compagnies, un temps donné sur ta propriété. Tout ça, ça devient compliqué. À l'étranger, ça dépend des pays, mais il y a des pays très intéressants pour l'investissement immobilier. Le problème, c'est qu'il te faut des financements et d'avoir un financement quand tu es à l'étranger, c'est quasi mission impossible, je te le dis. Moi, je suis expatrié depuis 2015. Je peux te dire que c'est compliqué pour avoir un financement dans une banque, même si tu montes pas de blanche, même si tu as une société qui fait de l'argent, même si, même ça, tu vois, c'est toujours compliqué. Les banquiers, ils ont peur que tu te barres, tu vois, du jour au lendemain, qu'ils se retrouvent la tête dans l'eau. Il faut faire attention à ça. Avoir un financement aussi d'une banque française pour un placement à l'étranger, ça, je te le dis d'avance, c'est mort. Ils ne font pas ça, tout simplement. On va te répondre, non, on ne fait pas ça. Donc voilà, c'est impossible. Alors, je dis pas, encore une fois, il y a peut-être des exceptions, des gens qui ont déjà un patrimoine, je sais pas quoi, machin. Et donc,
du coup ils financent à l'étranger. Mais sinon, c'est compliqué. Conclusion, si tu as apprécié ce retour d'expérience sur l'immobilier, n'hésite pas à me mettre un like, n'oublie pas la cloche abonnée et en description tu trouveras un lien vers mon club privé La Nation Divergente dans lequel je t'explique tout sauf de l'immobilier. Ça c'est promis et garanti. Pour moi l'immobilier c'est mort, je n'en ferai plus. Je vais en refaire encore un prochainement pour ma femme et mes enfants parce que tu vois je prévois l'avenir moi. J'attends pas la succession mais c'est juste pour ça, tu vois, c'est pour placer tu vois un peu d'argent à droite à gauche, c'est tout. Mais c'est du paiement cash, c'est pas du crédit, il n'y a pas d'effet levier, il n'y a pas tout ça. Il n'y a rien de compliqué à tout ça. C'est juste voilà tu vois du placement comme si je faisais de l'épargne. Pourquoi? Parce que d'être propriétaire c'est aussi avoir une corde au cou. N'oublie jamais ça. C'est pas liquide. L'immobilier n'est pas liquide. Conclusion, si tu as besoin d'argent comme ça du jour au lendemain, tu peux pas revendre ton truc et avoir du pognon. C'est pas comme ça que ça marche. Ça se passe jamais comme tu as prévu. Tu as un acheteur et puis tout d'un coup il te fait faux bon. Ça arrive en permanence. Donc fais attention à tout ça et ne va pas te foutre dans un guêpier. Tout ça parce que tu as suivi la formation à un tel ou un tel qui lui a réussi. Mais lui, ce n'est pas toi. Et toi, tu n'es pas lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pense à toi, prends soin de toi et je te revois pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.